Bonsoir à tous et bienvenue sur PlayJob. Ce soir, séance de travail ou plutôt de réflexion collective autour du thème l'entreprise numérique en 2020 du concours Génération Mobilité, saison 5, organisé par Orange, SIA Partner, Job Teaser et en partenariat avec Le Monde. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, franchement, et alimenter vos réflexions et vos articles autour de ce thème. C'est vous qui avez le pouvoir ce soir, c'est vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Jean-Luc Vallée, vous êtes le directeur marketing chez Orange Business Service. Jean-Pierre Cornu, vous êtes directeur général adjoint de SIA Partner. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On vous laisse une minute, la première minute ou les deux premières minutes pour introduire ce live. C'est la minute corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Ok, donc Carte blanche. Écoutez, merci de nous recevoir déjà. Je pense que si on veut parler de l'entreprise numérique en 2020, il faut peut-être déjà commencer par regarder les tendances qu'on constate aujourd'hui sur le marché. Et ça nous permet de nous projeter un peu plus dans l'avenir. Et ce qu'on constate nous aujourd'hui, quand on discute avec nos grands clients, c'est un certain nombre de facteurs de transformation aujourd'hui qui viennent impacter l'entreprise, comme le besoin croissant de mobilité, des contextes d'entreprise qui sont de plus en plus étendus, avec des frontières physiques et virtuelles qui commencent à s'effacer, qui se transforment, un besoin de collaboration de plus en plus important, des mélanges aussi entre les outils qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, qui pénètrent de plus en plus la sphère de l'entreprise, et puis des nouveaux équilibres qui se redessinent entre les frontières professionnelles et personnelles des individus. Donc tout ça sont des facteurs qui... Vous donner un début de matière là, Absolument, c'est quelques idées qu'on peut commencer à mettre sur la table pour encourager les questions de nos auditeurs. Donc voilà, quoi. Il y a un certain nombre de tendances aujourd'hui qui sont assez intéressantes à regarder et puis qui commencent à dessiner les contours de la nouvelle entreprise en 2020. Jean-Pierre? Nous, en tant que cabinet de conseil, on est à l'écoute de toutes les transformations de la société. Il est clair que nos clients vivent parfois avec questionnement cette grande mutation numérique. On est en train, dans ce début du XXIe siècle, de connaître des changements majeurs. Il y a 6 milliards de terriens qui accèdent aujourd'hui au téléphone mobile sur 7, ce qui est tout à fait considérable. Il y a 2,5 milliards d'internautes. Donc l'entreprise est percutée par ces changements, à la fois par ses clients, surtout par ses clients, mais aussi par ses collaborateurs, ses fournisseurs et son environnement. Jean-Pierre, Jean-Luc, vous connaissez les règles. Pour vous engager sur le discours le moins corporate possible, je vais vous demander de retirer votre cravate et on va pouvoir commencer. Je vous laisse la mettre dans la boîte. Jean-Luc. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je retire parce que déjà ma pas cravate, corporate, en fait, c'est ça. voilà, je suis Vous déjà avez plus compris, corporate. Vous avez très bien compris les À règles. cet temps-là, Ok. je ne suis plus corporate. Parfait. Juste une dernière précision en fait pour vous. Mon rôle ce soir va être d'appuyer vos questions pour faire qu'on ait le discours le plus, qu'on ait la discussion à bâton rompu, qu'on puisse vraiment discuter le plus franchement possible. Mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Big Data, Big Esbrouf. Big Data, Big Esbrouf. Je démarre et puis... on commence sec, en fait. Oui, ça commence Ouais, fort. Non, enfin, moi, je pense pas. Ma conviction... Juste qu'on soit d'accord, en fait. On est là pour essayer d'alimenter les réflexions, alimenter les articles qui vont pouvoir être faits. Et donc, vraiment, ayez la liberté la plus totale sur les sujets qu'on vous soumet. Absolument. Non. Big Data, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, comme on a beaucoup parlé, on continue beaucoup de parler du cloud. Il y a des termes comme ça qui sont assez trendy et qui génèrent beaucoup de buzz. Mais est-ce qu'on est dans le sujet ou pas ? Non, il y a une vraie réalité. Oui, non, On est bien dans le sujet. on est bien dans le sujet. Non, on est bien dans le sujet. On est sur une vraie réalité. Derrière le big data, c'est quoi ? C'est la croissance exponentielle des volumes d'informations aujourd'hui qui circulent entre les personnes, avec des outils qui sont de plus en plus multipliés. On a un nombre moyen d'outils aujourd'hui qui croît par individu. Dans le monde de l'entreprise. Et puis en plus de ça, vient se rajouter de plus en plus d'objets qui sont connectés eux-mêmes, qui sont connectés à Internet et qui échangent un volume d'informations de plus en plus important. Ce qui fait qu'on est confronté à devoir traiter, à devoir analyser ces volumes d'informations et les entreprises sont face à ce challenge qui va être
d'en extraire, je dirais, les données les plus importantes qui vont leur permettre à elles de s'adapter, à se transformer, à mieux connaître leurs clients. Donc non, le big data, c'est une vraie réalité. Ça pose beaucoup de challenges. Elle suscite quoi chez vous, Jean-Pierre, cette question? Bien, le monde du traitement d'information a toujours adoré les thèmes comme ça, big data, cloud, et c'est pas nouveau. Donc en fait, derrière ces termes un peu marketing, un peu claquants, il y a la plupart du temps des réalités. Et là, il y a une réalité. Des réalités qui existent déjà, enfin qui sont pas nouvelles. Oui, mais bien sûr, non, mais le big data, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, en français, il faut dire données massives. Déjà, on comprend mieux. Il y a des données massives parce que le traitement numérique de l'information conduit à multiplier les volumes de données qui peuvent être stockées, traitées, reproduites de façon numérique. C'est pour ça qu'on parle de big data. C'est qu'on a aujourd'hui des bases de données qui contiennent des hexaoctets d'informations et qu'on en fabrique de plus en plus. Donc c'est une réalité pratique, tangible. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un problème particulier à retrouver des données dans cette montagne d'informations et que le big data, c'est produire des données, mais les exploiter pour prendre des décisions utiles. Alors la dépendance de l'homme aux outils, mais c'est vieux comme le monde. Vieux comme le monde. Les outils sont fabriqués par les hommes, pas par qui que ce soit d'autre. Donc, parce que là, vous avez dit, vous venez de dire à l'instant, Jean-Pierre, en fait, il y a la dimension d'exploiter, enfin, on exploite ces données, enfin, en même temps, on peut aussi renverser les choses au final, c'est que finalement, ces données ont une tendance aussi peut-être à exploiter carrément exploiter les individus, à nous échapper, en fait, ça devient... Non, moi je crois pas du tout à cette thèse. Je pense qu'on est toujours dans une relation complexe entre la technique que l'homme fabrique et invente et l'organisation et la sociologie. On est dans un système socio-technique, ce que Bertrand Gilles a parfaitement expliqué dans les années 80. Qu'est-ce que ça veut dire un système socio-technique? C'est-à-dire qu'on va inventer des objets, des choses, des formes, des organisations qui servent l'homme. Et fondamentalement, on n'a fait que ça, depuis l'origine de l'humanité. Pour servir l'homme, ça veut dire grimper dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire avoir plus de plaisir, répondre aux problèmes de base de notre existence. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette certitude, Jean-Pierre? Moi, j'ai l'histoire. Je travaille depuis longtemps sur une réflexion historique. D'ailleurs, souvent, quand je parle du numérique, je commence à l'invention de l'écriture, à Sumer, et j'observe que chaque fois que l'on a inventé des formes nouvelles, on a fait des progrès. Comment ça se mesure, les progrès? C'est très simple. L'espérance de vie des hommes n'a augmenté que d'1 an par siècle pendant les 20 siècles derniers. Et là, au XXe siècle, et bientôt au XXIe siècle, on a gagné 15 ans d'espérance de vie. Ce qui veut dire qu'on peut durer... Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier de votre point de vue un peu comptable et numérique, encore une fois? Parce que là, vous raisonnez en termes de nombre, on a gagné en espérance de vie. Non, je raisonne en termes de confort, je raisonne en termes de vie. Mais est-ce qu'il est perçu comme tel par les gens, oui. au final? Oui, parlez-en aux gens qui ont 80 ans. Alors, juste un point, parce que la question elle est intéressante, la dépendance de l'homme aux outils, surtout dans le contexte dans lequel on réfléchit ce soir, qui est de quelle manière se transforme l'entreprise. On le voit, hein, les smartphones, les tablettes, en l'espace de quelques années, et surtout les smartphones d'ailleurs, avec l'arrivée de l'iPhone, sont devenus des outils de la vie quotidienne. Et quand il y avait une étude qui était intéressante, qui est sortie début 2012, qui avait été faite par Nokia, qui mesurait que un propriétaire de smartphone regardait son téléphone une fois toutes les 6 minutes. Une fois toutes les 6 minutes. Et ça, c'est... J'ai gagné en confort de vie quand j'ai regardé mon téléphone. J'ai gagné en confort de vie. Je suis connecté à mes sphères pro-perso, j'accède aux informations qui m'intéressent. Voilà, c'est un outil qui me permet d'être connecté. Et là où c'est intéressant, cette dépendance, c'est qu'elle a impacté l'entreprise assez rapidement, puisque ces équipements qui venaient de la vie privée ont pénétré l'entreprise. Alors c'est ce qu'on appelle le bring your own device, hein, c'est-à-dire les utilisateurs finalement étaient mieux équipés dehors que dedans, et donc on souhaitait, de par cette dépendance, cette nouvelle dépendance qui a été créée par les smartphones, utiliser ces outils-là dans le monde professionnel. Et là, ça a percuté de plein fouet l'entreprise. Parce que l'entreprise a été plus agie qu'elle n'a agi sur ce terrain-là. Complètement. Elle a été complètement débordée. On a vu, nous, donc c'est dans ce contexte-là en fait, que vous posez aujourd'hui la thématique en fait, de l'entreprise numérique en 2020, c'est-à-dire qu'il va être temps de s'y mettre, à vraiment réfléchir. C'est une entreprise qui doit s'adapter beaucoup plus vite à des changements. Mais ces changements-là, elle ne les maîtrise plus parce que ces changements-là viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, l'innovation, elle n'est plus dans l'entreprise. Il y a eu une époque où on touchait son premier ordinateur dans l'entreprise. Bien sûr.
on a touché, enfin, malheureusement pour nous. Nous, notre on- génération, encore plus C'est la triste à mienne. dire pour ceux qui nous regardent. Ouais. Mais maintenant, son premier smartphone, sa première tablette, on la touche dans la vie privée et on l'amène ensuite dans l'entreprise parce qu'on veut continuer de se servir de cet outil. Donc la question de la dépendance aux outils était intéressante. Bon, moi, je dirais que les changements des rapports entre clients et entreprises, le CRM, tout ça sont des éléments qui sont constitutifs de cette nouvelle entreprise numérique. Une entreprise, ce n'est pas un objet limité, bien fermé, bien clos. Une entreprise est ouverte sur le monde. Qu'est-ce qu'on peut Elle attendre est ouverte sur ses clients, elle est ouverte sur ses fournisseurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre du numérique? C'est de faire de meilleurs services, de meilleurs produits, de meilleurs objets, et de le faire non pas parce que ça a été décidé par 3 personnes dans les bureaux d'une entreprise, mais parce que ça répond à une demande sociale. Mais vous avez une vision de ça, en fait, de ce que pourrait Oui. être l'expérience client, par Oui, exemple, ouais. dans 6 ans, 7 ans? Largement. Ouais, et enfin, Faut nous la faire partager. Ouais. ouais, cette question-là, si on peut s'y attarder un peu plus de 2 minutes, parce qu'elle elle est extrêmement importante. Notre comportement d'achat a beaucoup changé. Et le comportement des clients, de nos clients, a beaucoup changé. Et même les clients d'Orange. Hein. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez besoin de quelque chose, vous alliez dans un magasin, vous le regardiez, vous discutiez avec un vendeur, vous aviez un point de contact, c'était maîtrisé par l'entreprise, et puis vous étiez canalisé dans un canal de vente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un client, quand il veut acheter quelque chose, regardez même votre propre parcours à vous, vous allez regarder sur le web pour vous renseigner, vous allez commencer à faire un premier benchmark, vous allez dégrossir un peu le sujet, ensuite vous allez aller dans un magasin pour toucher le produit, pour avoir peut-être quelques informations complémentaires, parfois vous en savez même plus que le vendeur lui-même, puisque vous êtes déjà Souvent. bien aguerri, maintenant. et puis à la fin, vous allez terminer votre parcours client quelque part, hein, par téléphone, sur le web, dans un autre magasin, on ne sait plus. Si bien que ça a quand même beaucoup changé le parcours des clients, et les entreprises sont forcées de s'adapter à plusieurs titres. Développer des organisations multicanales assez homogènes où finalement on va pouvoir maîtriser l'image de la marque, la communication qu'on fait sur ses produits, quel que soit le canal qui va être utilisé par un client, et puis surtout identifier le client, quel que soit le canal qu'il va utiliser dans sa relation avec vous, sur le web, dans un magasin, par téléphone. Et ça, c'est des investissements qui sont colossaux pour les entreprises parce que ça suppose de repenser les bases de données, d'avoir des systèmes de CRM complètement homogènes d'un canal à l'autre. Et c'est des grosses transformations. Donc il y a vraiment des transformations de fond. Et en termes de marketing, c'est aussi, ça change aussi le marketing qu'on a de sa marque et de ses offres. Donc il y a vraiment une vraie bonne question. Il y a aussi un élément tout à fait important, c'est que la relation entre les clients et l'entreprise, le fournisseur, était très dissymétrique. Le client avait très peu d'informations sur les produits, les services, sur les prix, tous ces éléments. Aujourd'hui, pour n'importe quel produit, n'importe quel service, on va d'abord interroger ses pairs, hein, ce qu'on appelle le peer-to-peer, et qui est un élément absolument crucial du changement de la relation client-fournisseur. Et puis on va aller interroger les bases de données, et puis on va étendre le cercle de la réflexion. Ce qui fait que le consommateur est informé. Vous dites ça en même temps, Jean-Pierre, et en même temps, jamais les entreprises n'ont autant essayé de contrôler tous ces canaux en essayant de créer des faux groupes de ceux-ci, en créant des faux blogs de ceux-là, en fait, en essayant de... C'est quand même déroutant quand même pour les entreprises au final. Mais maîtriser, c'est difficile. Hein. C'est plus C'est maîtrisable. illusoire. Vous Ouais, avez c'est par ça. exemple aujourd'hui, Non, si vous êtes dans le domaine de la mode ou du domaine féminin, vous savez très bien aujourd'hui que vous avez une dizaine de blogs qui sont... Non, vous ne pouvez pas le maîtriser. C'est-à-dire que n'importe Oui, où, l'influencer. à n'importe Ouais. quel endroit, n'importe quel consommateur client peut déposer un avis négatif et générer un buzz. Ouais. Donc c'est pas maîtrisable. C'est pas maîtrisable. Donc en effet, on peut peut-être l'influencer, mais le mieux c'est de s'adapter et justement éviter à la source de créer les dysfonctionnements et d'être beaucoup plus attentif et d'être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux. Le système antérieur, c'était la publicité, la réclame en son temps. Donc il y avait un seul canal d'information. L'information générale, d'ailleurs, politique, culturelle, sociale, elle était aussi monocanal. C'était la chaîne de télévision, le 20h. Aujourd'hui, la pluralité des canaux fait que les gens peuvent choisir. Et ils vont construire une réalité beaucoup plus multidimensionnelle que dans le passé. À voix haute, messieurs, à voix haute. Je la lis, Jean-Pierre, puis je vais vous laisser démarrer, tiens, sur ça. Ce qui m'étonne est que tous les changements dont on parle sont sinon cosmétiques, au moins de l'ordre de l'organisation de l'existant. Quid de changement de paradigme, de révolution? Je vais peut-être commencer à répondre. En fait, les changements dont on parle
ce sont quand même des changements qui sont assez rapides, hein. En gros, vous nous avez quand même dit, il y a quelques instants, Jean-Luc, vous nous avez dit, je pourrais regarder mes mails, enfin je me mets plus souvent, j'ai un rapport consommateur différent, mais on parle toujours d'un schéma consommateur-producteur. Il n'y a pas vraiment de renouvellement ou vous ne parlez pas Si. d'une bousculade énorme en fait. Ça dépend de quel point de quel Je point de sais. vue on se place. Il y a l'interne et il y a l'externe, hein. Mine de rien, les changements dont on a parlé dans la relation avec les clients, je peux vous dire que c'est pas du cosmétique, hein. Pour l'homme Il y de a- marketing, Oui, il y a quand même des changements profonds à mettre en place au sein de l'entreprise et il y a beaucoup d'entreprises qui sont perdues, hein. Je prends juste un exemple Mais- pour donner, si tant est que ce soit une révolution. Mais toujours est-il que les modèles C2C, donc consumer to consumer, qui existent maintenant, type Airbnb, Oui. où chacun prend conscience il possède des choses qu'il peut lui-même vendre sur le marché ou louer sur le marché. C'est quand même un changement de paradigme qui peut être Bien vraiment sûr. intéressant et qui met en danger l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, non mais moi, je suis complètement fasciné par l'inventivité sociale, la créativité. On a ouvert la boîte de Pandore il y a très peu de temps. Le smartphone, c'est 2007, le web, c'est 1995. Donc, on parle d'une évolution séculaire du traitement de l'information, et là, on regarde la dernière seconde. Et ce qui se passe est effectivement une révolution. On n'est pas en train d'améliorer la situation antérieure, on la change. Le 21e siècle sera l'ère du silicium, comme le 19e et le 20e ont été l'ère du carbone. C'est l'information, la matière première de tout, de la décision, de la santé, de la consommation, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité. Il faut bien comprendre que, contrairement aux révolutions antérieures, où avec l'énergie, on allait accroître notre capacité de bousculer la matière. C'est ça, hein, la révolution industrielle. On savait produire des objets plus vite et moins cher. Qu'est-ce qu'on fait là? On produit des idées. On fabrique de la relation. Et là, la limite est inconnue, elle est infinie. On n'est plus dans un univers physique limité par des ressources, on est dans l'univers du cerveau d'œuvre. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 milliards de terriens, il y en aura un peu plus, et que chacun a 100 milliards de neurones. C'est ça la révolution. Jean-Pierre, juste et on passe à la question suivante, on va essayer d'avancer parce qu'il y a pas mal de questions, mais vous soulevez comme un sujet intéressant. Vous dites, vous croyez beaucoup en l'inventivité sociale, l'inventivité humaine. Une question qui est importante pour les articles et pour les réflexions qui vont être menées. La trajectoire, en fait, qui nous mène jusqu'à 2020, elle est tracée, c'est déjà fini ou il y a encore plusieurs trajectoires possibles? Parce que c'est court, ça fait encore 6 ans. Est-ce qu'il y a plusieurs trajectoires possibles d'ici 2020, en termes d'inventivité, en termes de numérique, ou est-ce que c'est déjà trop tard, c'est déjà tracé? Non, Les choses vont très vite. De plus en plus On vite. parle, Facebook, c'est 2003. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a 1,2 milliard d'utilisateurs. Et vous, de quand Facebook. vos clients vous disent qu'est-ce qui va se passer en fait en 2020, Mais moi, je ne suis pas Madame Soleil. Mm. Donc, on n'a pas de boule de ça veut dire que dans les cristal. articles et dans les productions qui peuvent être faites, enfin, il y a une... Eh ben, il faut ouvrir le champ. Il faut lâcher la créativité, l'imagination. Et je pense d'ailleurs que la fiction, la science-fiction, est rattrapée par le réel. On est de plus en plus dans des univers que pouvait dépeindre Asimov il y a quelques années, parce qu'il n'avait pas vu complètement l'extrême puissance de calcul et de transformation. Aujourd'hui, d'ici 6 ans, on va avoir des outils infiniment plus puissants. Il n'est même pas probable que le smartphone tel qu'on le connaît existera encore. On parle de wearable computer, de l'ordinateur qu'on porte sur soi. On va avoir des fibres intelligentes, on va avoir des lunettes intelligentes, on va vivre dans un environnement informé. Et donc cette notion historique de relation par le truchement d'un objet entre l'homme et son environnement va se modifier parce que c'est l'environnement qui va être informé. Et ça, c'est le web des objets. Et là, il y a énormément de choses à écrire. Alors c'est vrai que ça change pas mal. La question est, c'est vrai que ça change pas mal les rapports client-entreprise sur le B2C, mais sur le B2B. Sur le B2B, en fait, nos clients qui sont nos clients entreprises sont confrontés et sont impactés par tous les facteurs et toutes les transformations qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ce qui change aujourd'hui dans les rapports qu'on a avec eux, eux-mêmes demandent beaucoup plus de digital dans la relation qu'on a avec eux, beaucoup plus de self-care. C'est-à-dire mettre en place dans nos offres des outils qui permettent à leurs propres utilisateurs, à leurs propres managers IT, des outils qui vont leur permettre d'aller plus vite aussi dans la mise en œuvre de changements, dans les commandes de nouveaux outils, etc. etc. Il y a aussi quelque chose qui, pour rebondir sur ce que vous aviez dit, quelles sont les questions que nous posent nos clients? Beaucoup de questions autour de l'accompagnement de la transformation des métiers.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je disais tout à l'heure, les nouveaux outils qui pénètrent la sphère de l'entreprise créent plein de nouvelles idées dans les métiers, de nouveaux usages. Et aujourd'hui, l'innovation ne vient plus du DSI. Bien souvent, l'innovation vient du directeur commercial qui se dit, en équipant mes commerciaux d'iPad, je vais pouvoir faire ceci de nouveau ou faire cela de nouveau, réinventer la relation Et quoi, avec mon ça client, implique quoi, etc. des démarches Ce qui se passe, c'est que du coup, pour nous, ce qui se transforme dans la relation qu'on va avoir avec nos clients, c'est que notre interlocuteur de départ va plus être le DSI, notre interlocuteur de départ doit être le directeur marketing, le directeur commercial, le directeur technique. Et il va falloir Le directeur des ressources humaines. ou le directeur des Cette ressources espèce d'open humaines. innovation à Et l'échelle d'une entreprise. il va falloir aller au plus près finalement de l'utilisateur final pour comprendre ses enjeux de tous les jours, ses challenges, et ensuite faire le design de la solution ICT qui va le mieux lui convenir. Et ça transforme beaucoup la relation qu'on doit avoir avec nos clients. Alors, que suscitent chez vous les récentes actualités sur les activités de la NSC? Moi, franchement... Collons vraiment au sujet, pour Oui, le coup, oui, je pense oui. que ça en fait partie. Pour le Oui, coup. oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas surpris. Enfin, je veux dire, le renseignement fait partie de la vie. D'ailleurs, l'informatique est largement née de ça. On a beaucoup parlé de Turing récemment. Turing s'est illustré dans le décodage des codes de la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, le traitement de l'information a toujours été plus ou moins caché, structuré. L'espionnage existe depuis toujours. Donc, ce n'est pas nouveau. Bon, les moyens sont beaucoup plus importants, mais en même temps, vous vous rendez compte que quelqu'un, un type, un seul, décide de balancer au monde entier la NSC, tout seul. C'est formidable. C'est un scénario à la Orwell, 1984. C'est-à-dire que la capacité de résistance des hommes est infinie. On ne peut pas décérébrer tout le monde, même les salariés de la NSC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit, là, on va trop loin. Et résultat, il y a une réaction planétaire qui commence à dire, tiens, peut-être qu'il faut qu'on change de nature notre relation avec l'information, avec l'espionnage, avec la sécurité. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on crée de nouveaux droits constitutionnels. La machine est en marche. Donc moi, je suis ravi de cette opération. On a mis à jour une énorme machine dont on connaissait, on soupçonnait l'existence, échelon, on le connaît depuis 10 ans, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, la France, avec le SDEC, a investi massivement dans les techniques d'intelligence électronique. On est les champions du monde de l'intelligence sémantique. Parce qu'en fait, tout ça, ça marche à partir de mots-clés, d'analyse de fréquences, etc. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que quelqu'un s'est levé, a dit « c'est trop ». Et que partout dans le monde, on réfléchit, dans tous les pays, y compris les États, qui ne sont jamais très clairs et jamais très nets sur ces questions-là. Ça pose la question quand même de la sécurité, si on réfléchit à l'entreprise 2020 et ces volumes d'informations qui circulent. Et ça pose vraiment la question de la sécurité. Sécurité pour l'entreprise elle-même, pour les salariés, pour les individus. Pour les données des salariés, les données de l'entreprise qui sont critiques, etc. Et moi, ce que ça suscite chez moi, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec le patron de la sécurité d'un grand groupe européen dans un secteur très sensible, et qui m'expliquait... si vous avez un DSI qui vous explique que son système il est sécurisé et qu'il est infaillible, virez-le tout de suite, c'est terminé. La problématique n'est pas de savoir si vous allez être attaqué ou non, la problématique c'est de savoir, d'être conscient que vous êtes déjà attaqué et d'être plus dans une logique de sécurité périmétrique, mais de savoir qu'on va de toute façon rentrer dans votre système et quelles sont les informations critiques que vous allez devoir protéger pour ralentir l'attaque. Vous ne l'éviterez jamais, mais pour la ralentir, le temps de la détecter. Et c'est ça que ça suscite chez moi comme réaction, parce que dans l'entreprise de 2020, il faut qu'on repense aussi à la manière de protéger les données, qui est une manière différente, une manière nouvelle, qui doit tenir compte de ces nouvelles menaces. Et du coup, comme l'entreprise a un nouveau trésor et qui est un trésor de données, vous êtes en état de guerre permanent, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Il y a des secteurs qui sont déjà en guerre permanente. Mais ça a toujours été comme ça, je veux dire, les industries stratégiques... Mais c'est vrai que les failles sont plus nombreuses maintenant, parce que le système d'information est beaucoup plus ouvert, connecté à différents outils, et donc vous externalisez un certain nombre de données qui étaient compris on dans a les ouvert hommes, pas mal de backdoors, on ouvre pas mal de backdoors aujourd'hui sur le système d'information, c'est le cauchemar des DSI, et donc la question c'est plus de savoir comment je protège les entrées, c'est plutôt comment je protège mes infos, quelles sont mes infos sensibles, comment je les bunkérise quelque part, non pas pour éviter une attaque, parce que de toute façon tout ce système est craquable, il n'y a aucun système d'infaillible, pour la ralentir. Alors, ces articles partent tous du principe que le numérique va changer le monde. Pourquoi ce présupposé?
C'est un présupposé ou pas? C'est-à-dire qu'effectivement, on y voit quand Non, même mais quelque chose. la question est pertinente. Je veux dire, il est extrêmement difficile de dire qu'on est dans une logique unique, universelle, avec une pensée simplificatrice qui est le numérique. Ce dont vous nous parlez depuis le départ, Jean-Pierre, c'est quand même une vision assez linéaire du temps où Non. on va vers une espèce de progrès, où Pas du l'homme. tout, pas du tout. On n'est pas dans des logiques linéaires, on est dans des logiques où on observe sur le temps long hein, qu'il y a eu quelques grandes étapes dans l'histoire de l'humanité qui ont déclenché des vagues d'évolution. La première, c'était l'invention de l'écriture, puis ensuite le perfectionnement de l'écriture par l'alphabet, puis en 1450, l'imprimerie. Franchement, l'imprimerie a permis un essor colossal des libertés individuelles et le développement des sciences et des techniques. On est aujourd'hui dans le numérique, dans l'amplification de tout ce qu'on a connu jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on peut aller plus vite, plus loin, dans tous les domaines, scientifiques et techniques, mais aussi on peut aller plus vite et plus loin dans l'espionnage. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la science et la technique n'ont été ni positives, ni négatives, ni neutres d'ailleurs. C'est à l'homme de construire le système qu'il désire et qui va permettre les changements. Ce qu'on observe dans la technique numérique, c'est qu'en numérisant l'information, on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. On sait décrypter le génome humain. Quand même très important. On ne savait pas le faire avant. Et on sait le faire pour 80 $. Donc on peut imaginer qu'en termes de santé publique, demain, on aura des moyens et des outils de mieux gérer notre corps. C'est un élément absolument fondamental de la liberté. Il n'y a pas de liberté si on est en mauvaise santé. Il n'y a pas de liberté si on est dans la pauvreté. Donc il n'y a pas une vision idyllique, linéaire, en disant plus de numérique, plus on aura de numérique, plus on sera heureux. Non, c'est un outil à la disposition de l'humanité qu'elle va devoir utiliser comme tous les autres. Quelque chose qui a dû changer énormément, c'est les relations entre les managers et leurs équipes. Aujourd'hui, le manager n'a plus le monopole de l'info, aussi grâce à tous les outils numériques. Sa plus-value est ailleurs, non? Et alors, en fait, je crois que maintenant, ça met vraiment le manager en face de ses vraies responsabilités, en face de son vrai rôle. Vous entendez quoi par là? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu une époque où maîtriser l'info, c'était maîtriser le pouvoir. Et aujourd'hui, on ne maîtrise plus l'info. L'info, elle circule. Et dans une équipe, le manager qui est dans une meilleure position aujourd'hui, Ça c'est circule celui qui... plus ou moins quand même. Vous savez qu'il y a des endroits où ça circule quand même pas tant que ça. Ça circule énormément, ça Ouais. circule beaucoup plus qu'avant. L'info, elle se répand, elle se répand à la vitesse comme une traînée de poudre. Donc c'est difficile de garder l'info. Mais de toute façon, c'est pas un mode de management qui est efficace. C'est pas maîtriser l'info, c'est pas maîtriser la connaissance qui fait qu'on a une équipe qui est plus performante. Au contraire, plus on diffuse l'information, plus les collaborateurs sont informés, plus ils vont être efficaces, plus l'équipe va progresser. Le manager, son vrai rôle, c'est quoi? C'est surtout de manager ses ressources, de les piloter, de les prioriser, de leur donner des directions dans lesquelles elles vont pouvoir s'inscrire et surtout faire preuve de créativité. C'est là où je dis que finalement, le plus numérique met le manager en face de ses vraies réalités. Il y a quelque chose qui change par contre dans les modes de management, c'est que l'équipe, elle est de plus en plus éclatée. On n'est plus dans des modèles où le manager est sur un open space avec son équipe à côté. Son équipe, elle va être dans différents sites, elle va être en situation de mobilité peut-être au moins une fois par jour. Enfin, je crois on avait fait une étude, 37% des collaborateurs étaient en mobilité au moins une fois par jour. Ouais. Donc son équipe, elle est mobile, elle doit être proche du terrain, proche des problématiques. Et donc il a le souci de garder du lien et du lien entre son équipe. Et c'est le développement des outils collaboratifs, le partage de l'information, la mise en commun de documents qui va rendre l'équipe beaucoup plus efficace. Donc non, ça met le manager en face de ses réalités. Plus encore, l'équipe, elle est évidemment délocalisée, mais elle est composée de gens qui ne sont pas dans une relation hiérarchique. Il y a de plus en plus de prestataires, de collaborateurs externes, de clients, de fournisseurs qui vont contribuer au processus de travail. Comment créer de l'unité entre tous ces gens-là? Il faut leur donner du sens. Donc qu'est-ce que c'est un manager? C'est un coach. C'est quelqu'un qui va aller rassembler des ressources de nature différente, avec des statuts contractuels différents, pour amener tout le monde vers un résultat. C'est infiniment plus difficile de faire ça que de donner des ordres.
Et donc, le manager de demain va être quelqu'un de Enfin, quand beaucoup vous donnez plus du complexe. sens, quand vous donnez du sens, vous donnez quand même un ordre pour le coup. Non, Non. non, ah ben non. Parce que si vous croyez en l'intelligence des individus, les individus doivent être capables de trouver le sens eux-mêmes, en Non, fait. non, 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 enfin donner du sens, c'est quoi? On a des. S'ils ont les- Quand on s'ils ont travaille les dans une informations entreprise, pour- quand on travaille dans une entreprise, vous avez des organisations objectifs, quand même. voilà, qui ont des objectifs, qui ont une stratégie. Vous donnez du sens. Donner du sens, c'est pas rien quand même. Donner du sens, c'est pas donner un ordre. Ouais. Donner du sens, c'est inscrire l'action d'un de vos collaborateurs dans le sens global de la stratégie de l'entreprise. Et c'est pas l'inscrire pour lui donner un ordre, va dans cette direction-là. C'est aussi donner du sens à sa propre action personnelle, pour que son action se retrouve dans un collectif et dans une direction et dans une Et stratégie. ça, il ne peut pas le trouver tout seul. Si, et il va le trouver de plus en plus tout seul. Qu'est-ce qui Mais néanmoins, on monte le niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'avec des gens compétents et formés, on le voit dans des équipes de R&D, on le voit avec des chercheurs, on le voit dans toute une série de métiers ou des développeurs informatiques, pour faire travailler des gens qui ont un sens critique, qui ont une capacité d'analyse, il faut encore être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeant, pour que le dirigeant soit très entraînant, convaincant, donner la reconnaissance qu'il faut. C'est à la fois du lâcher-prise pour le dirigeant, ce qui n'est pas toujours facile. C'est du lâcher-prise, mais c'est aussi beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'équipe. C'est une vraie révolution managériale. C'est une question pour moi, ça, je crois. Quelles sont les pistes d'Orange sur les changements qui pourraient être induits en termes d'expérience client? On a plein de pistes, évidemment, pour travailler sur l'expérience de nos clients, le parcours de nos clients, mais je vais prendre quelques exemples. Un premier exemple qui est l'accompagnement, justement, dans le monde digital. On n'est pas tous égaux devant la technologie. Hein. Des enfants naissent aujourd'hui avec l'iPad, ils connaîtront ça, ils sont naturellement travaillent ou utilisent déjà ce type d'outils et c'est intuitif pour eux. On n'est pas tous égaux devant la technologie et donc il faut aussi accompagner nos clients dans leurs nouveaux usages. Donc le coaching numérique est une part importante aujourd'hui de notre action pour qu'on s'approprie complètement ces outils-là. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est Soch. Typiquement, Soch est une offre purement digitale en self-care sur le web. Et on peut interagir avec un conseiller client, mais on interagit sous forme de chat. On va faire tout son parcours client sur le web, prendre sa commande, commander sa carte Et si on SIM. transporte en 2020 Oh là là. Soch en 2020 Bah, c'est quand même le sujet, messieurs. Oui, non, mais encore une fois, on n'a pas la prétention de vous donner, la beaucoup vision de le oh là là, l'entreprise en de fait, 2020 j'imagine parce que d'une année sur l'autre, beaucoup de choses se transforment. Non, si on se projette en 2020, c'est clair que l'interaction physique qu'on a aujourd'hui avec nos clients sera beaucoup plus tournée sur le conseil, l'accompagnement, là où les tâches ou les actes plutôt à faible valeur ajoutée seront beaucoup plus en self-care avec des outils qui seront de plus en plus performants. Mais enfin, 2020, c'est loin hein, aujourd'hui, 2020. Je trouve la question suivante assez excellente, mais je ne Ouais. sais pas ce qu'elle vous Bah, inspire, mais moi, elle m'inspire. Moi, elle m'inspire. Quelle place encore pour le système D Énorme. De quoi Énorme. Non, mais Ah ouais, parce que c'est pas trop le paysage qu'on a pour l'instant. On a l'impression qu'on va quand même vers de plus en plus de maîtrise, de plus en Non, plus mais non. de process. Et... on est dans l'aléatoire. On reste dans l'aléatoire. L'humain est aléatoire. Il y a énormément de phénomènes. On parlait tout à l'heure du signe noir, le bouquin de Nassim Nicolas Taleb, qui explique ça avec un talent infini. On n'a jamais été totalement dans un univers et on ne sera jamais totalement prédictif et mesurable. Il y a énormément d'aléatoires. Ok, mais si on enlève le totalement, effectivement, on n'y arrivera pas en 2020. Oui, mais ça veut dire que aussi des gens informés, des gens compétents, des gens autonomes vont inventer tout seuls des formes nouvelles qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des formes alternatives, de ce qu'on appelle la consommation collaborative. Ben, c'est quelque chose qui s'est développé dans les 3 dernières années. C'est tout frais, tout récent, avec des individus qui sont nés, qui ont dit voilà, on va lancer des boutiques, on va faire des start-up. Personne n'imaginait ça, dans aucun plan. Donc ce qui veut dire que... Enfin, c'est plutôt, c'était déjà imaginé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça existe Oui, déjà. mais on peut dire ça a pris, en que fait. l'autostop, c'est du covoiturage. Bon, mais bien sûr. Non, enfin, derrière le système D, moi je mets l'inventivité, la créativité. Et quand Ça débrouille normalement le système D, c'est oui, mais aujourd'hui, il y a une telle profusion d'outils dans le grand public qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise.
mais c'est purement amené par les utilisateurs eux-mêmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets aujourd'hui, projets informatiques, projets IT, projets d'équipement, qui naissent directement dans les métiers et directement des utilisateurs eux-mêmes qui inventent des nouveaux usages, des nouveaux outils qu'ils ont à leur disposition dans le monde de la vie privée. Et donc, non, il y a une grande... À la limite, il y a peut-être un potentiel de créativité beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y en a eu hier dans le monde de l'entreprise. Question concrète. Since we studied international courses, some of our students ask if they can submit their articles in English. C'est pour vous, ça. No problem. No problem at all. We are very happy to speak English because it is an international language. Ok, donc les articles, on peut les Ouais. écrire en langue anglaise. No problem. Hope your French is enough good to understand what we said today. Aujourd'hui, l'entreprise n'est-elle pas dépassée par rapport aux usages personnels très avancés, aux exigences des salariés, tendance bien de oui. On l'a abordé un petit peu. Oui. Oui, on l'a abordé, mais c'est intéressant parce que on va dire qu'il y a trois grands stades de maturité aujourd'hui des entreprises par rapport à ça. Il y a le stade 0, les entreprises qui refusent de voir la réalité en face et qui disent ça n'existe pas chez moi. Ouais. Le bring your own device, le fait que les utilisateurs apportent leurs propres outils dans l'entreprise n'existe pas chez moi. On a fait une étude il y a 2 ans auprès des utilisateurs dans le monde de l'entreprise et déjà il y a 2 ans, 80% des utilisateurs dans le monde de l'entreprise disaient qu'ils utilisaient des outils de la sphère privée dans le monde de l'entreprise. Là où les DSI disaient ça n'existe pas. Donc le stade suivant, c'est les entreprises qui essayent de le contrôler. Et le stade ultime, celui qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est ceux qui rentrent dans une logique, qui sortent du contrôle et qui rentrent dans une logique de gouvernance et qui commencent à regarder quelles sont les opportunités que je peux tirer de tout ça. Ok, logique intégrée au final, on gomme la frontière. Ouais, bien sûr. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont comme ça n'existe pas chez moi. Ouais. Le Bring Donc, Your Own Device, c'est un atout pour l'entreprise. C'est une réduction de coûts, c'est donner du plaisir aux salariés et ça permet d'une créativité un peu plus grande. Il y a quand même une question de frontière, Jean-Pierre, qui existe. Enfin, au final, du coup, vous gommez complètement la frontière entre la vie. Non, on la déplace. Elle s'est fait- On la déplace. La frontière. Aujourd'hui, le numérique, c'est pas donner un objet numérique aux gens. Ils l'ont. Dans le temps, on vous choisissait pas entre un stylo Waterman ou un stylo Bic. Donc les gens l'ont leur outil, ils sont contents avec eux, et ils ont des centaines de milliers d'applications disponibles dans les magasins d'apps. Ce qui est intéressant, c'est l'information. C'est-à-dire que l'entreprise doit se recentrer, comme le manager de tout à l'heure, sur son vrai métier. C'est quoi mon information distinctive? En quoi je vais donner à mes salariés des choses qu'ils ne vont pas trouver ailleurs et qu'ils vont trouver bien chez moi. C'est ça la créativité et l'imagination de l'entreprise numérique de demain. La fracture numérique est une nouvelle fracture sociale. Quid d'un réel accompagnement des entreprises pour que les personnes âgées s'approprient les outils et en profitent? Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le coaching. Pour nous, c'est un axe important de l'expérience de nos clients. Encore une fois, Je sais pas si on parle des personnes âgées, des personnes, des salariés, on parle là, vous pensez on peut parler des deux, mais en tout cas, nous, Orange, vis-à-vis de nos clients, dans le monde du grand public, le coaching qu'on peut faire pour que les personnes, âgées ou non d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin d'être âgé pour ne pas pouvoir s'approprier un outil, s'approprier les outils, c'est un axe important de notre stratégie. Après, derrière, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Quand on parlait de déployer des outils, des smartphones ou des tablettes pour réinventer des process métiers pour les optimiser, c'est pareil, le management du changement, l'accompagnement au changement est une étape clé. Et vous savez très bien que si la révolution, en tout cas ce qui existe en fait dans le monde du numérique est aussi fort que ce que vous dites depuis le départ, pour le coup, il y a des gens qui vont passer à côté, ça ne s'intègre pas en fait, elles sont trop âgées pour vraiment pouvoir avoir... Pourquoi trop âgées? Non, je suis pas Âgées, d'accord. c'est une question de représentation du monde, c'est une question de représentation des outils, Enfin, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui, arrivés à la retraite, se mettent à surfer sur Internet, achètent un ordinateur. surfer sur Internet, en fait, Je veux donc dire, ça fait pas la même chose. Vous prenez une tablette, c'est accessible à n'importe qui. Le temps d'apprentissage sur une tablette est extrêmement court, à condition qu'on aide à la prise en main au démarrage, mais après, derrière, on invente des tas d'usages. Et peu importe l'âge des personnes. Je pense que ça, c'est vraiment un poncif. Aujourd'hui, tout ce qu'on observe, c'est que, par exemple, la Wii a eu un succès extraordinaire dans les maisons de retraite. Skype, c'est l'outil parfait pour réunir les familles.
entre les grands-parents et les petits-enfants. Et je peux vous dire que tous les grands-parents se mettent à Skype avec bonheur, parce qu'ils sont directement connectés sur leurs petits-enfants. C'est aussi, pour les personnes âgées, un moyen de rester en contact avec la réalité, avec la vie moderne. Donc c'est assez naturel. Et comme les prix baissent, il y a quand même une vraie démocratisation, les choses avancent. Il y a aussi une question qui n'a pas été posée sur les gens vraiment qui sont exclus de la société. Parce que, évidemment, pour accéder à Internet ou avoir un smartphone, il faut avoir les moyens de se payer. D'abord, constatez qu'il y a un abaissement du coût considérable. Il y a quand même 6 milliards de gens qui ont un téléphone mobile, 1 milliard de smartphones en 2013. Donc il y a un effet prix très intéressant. Deuxièmement, il y a une offre publique qui se crée. Moi, j'étais très surpris, j'ai fait une conférence à Milan là-dessus. La ville de Milan réfléchit au Wi-Fi gratuit pour les SDF. Justement, comme élément de socialisation, comme lien avec la communauté et le moyen aussi d'avoir une aide en termes économiques ou en termes sanitaires. Donc il y a aussi, à travers le numérique, la possibilité de résoudre des problèmes d'exclusion sociale pour lesquels on avait beaucoup de difficultés dans le système antérieur. La notion de génération Y vous paraît-elle pertinente encore? Elle est très critiquée. Wow. Sur la notion de génération Y, je ne me prononcerai pas. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que cette génération qui arrive sur le marché du travail, qui est en train d'arriver sur le marché du travail, elle transforme les modes de fonctionnement. Elle arrive avec ses usages. Elle arrive avec ses usages en termes de réseaux sociaux, elle arrive avec ses outils. Elle va même jusqu'à choisir son employeur en fonction des outils que l'employeur va Est-ce lui qu'il n'y a pas donner. quelque chose de contradictoire? Parce que là, la question que je vous ai posée auparavant, vous m'avez dit finalement, tout le monde peut s'approprier ces Oui, outils, oui. etc. Et là, vous accréditez l'idée d'une génération Y ou de génération Non, qui il y a aurait... une génération Y qui D'une génération... qui a déjà... Z. Il y a génération ou il n'y a pas génération en fait? Ou est-ce que tout le Non, monde... si, bien sûr, il y a génération. Il y a des générations aujourd'hui qui sont des générations jeunes qui ont appris à travailler avec ces outils, qui les ont complètement intégrés dans leur vie de tous les jours et qui les amènent dans l'entreprise et qui sont prêts à les intégrer dans le monde de l'entreprise. Et puis il y a des générations, en effet, qui doivent faire l'apprentissage de ces nouveaux outils, mais ce n'est pas inaccessible. Enfin, c'est ça que je voulais dire. C'est que le coaching de ces personnes-là est important pour s'approprier le changement, mais ce n'est pas inaccessible. Quand on disait qu'une personne âgée ne peut pas se servir du numérique, ne peut pas accéder au numérique, non, je suis pas Est-ce que d'accord. c'est pas trop gros ce concept de génération Y? Enfin, génération Y, c'est quoi? C'est 20 ans de... Moi, je pense que ça se dilue parce que... Il y a 20 ans, vous n'aviez pas Internet, enfin quasiment pas en fait. Je veux dire, pour le coup, est-ce que c'est pas un peu long en fait? Oui, mais on avait plein d'autres trucs. Hein. On n'était pas crétins non Non, plus. c'est pas ce que je hein. voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que Des stylos et des papiers, on écrivait. Non, non, On mais faisait moi, des j'ai choses toujours bizarres. J'ai toujours eu des ordinateurs. est-ce depuis que très c'est longtemps. pas un temps trop long en fait, enfin, une génération en fait aujourd'hui, Non. 20-25 ans, pour Non, mais en fait, parler d'un élément de cohérence? qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire qu'effectivement, il y a 4-5 ans, on a dit les jeunes de la génération Y vont avoir plus de facilité, ils vont complètement révolutionner. D'abord, ça ne s'est pas produit parce que les anciens, dont je suis ici un vénérable représentant, ne sont pas complètement stupides et ils ont appris effectivement beaucoup à travailler avec ces outils. Bon, et ça, c'est naturel. Donc il y a propagation dans l'entreprise, propagation dans la société. Deuxième élément, la génération Y, c'est pas parce qu'on bidule un smartphone qu'on comprend la complexité systémique. C'est pas parce qu'on est le Paganini de la programmation qu'on est capable de faire des systèmes Vous voulez en venir où complets là, qui marchent Jean-Pierre? bien. Ce qui veut dire que la génération Y n'a pas toutes les vertus. Elle doit aussi apprendre ce qu'est un système, ce qu'est une organisation, ce qu'est une complexité. Et ça, c'est quand même aussi des choses que l'on apprend au contact des réalités. Une entreprise, c'est très compliqué. Donc ce n'est pas simplement par un coup de baguette magique numérique qu'on va résoudre tous les conflits, toutes les difficultés, toutes les contradictions de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, l'autre effet bénéfique quand même, c'est que ce qu'on voit aussi dans les entreprises, et ce qu'on voit aussi chez nous, c'est l'effet formateur de la génération Y vis-à-vis des autres générations dans l'entreprise. Il y a des phénomènes d'entraide qui se créent, et finalement, la hotline devient assez locale, quoi. Il y a beaucoup d'entraide. C'est une propagation. Ouais, tout à fait. Les articles doivent-ils faire une place belle à la mobilité? Bon, oui. C'est un peu le titre de la... Enfin, c'est aussi un titre du concours Génération Ouais. Mobilité. Ouais. Est-ce que pour le coup, est-ce que c'est un élément qui est inscrit en... Alors, Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le travers du tout mobile. Oui, la mobilité est un driver de changement important, mais il n'y a pas que celui-là. Hein.
C'est fini, ça a fait son temps, le côté Non, sexy de la non, problématique non, de la non, mobilité. non, certainement pas, non, En certainement 2020, pas. c'est plus, Non. ce sera On plus est en problématique. situation de mobilité. C'est d'ailleurs le smartphone qui nous a permis d'atteindre son système d'information partout où on est. Et ça, c'est très intéressant. Et il est évident qu'avec la 4G, demain la 5G, on va avoir du haut débit mobile et ça va être un moyen absolument normal d'accéder aux Mais est-ce qu'on ressources peut de considérer l'Internet. qu'en 2020, on va dire que cette problématique de la mobilité soit relativement Moi- traitée, que oui. finalement, c'est pas l'enjeu de 2020? Moi, je crois, si vous voulez, qu'on va être dans un monde où il va y avoir des choses fixes, des choses mobiles. Ce qui est intéressant, c'est l'interactivité. Entre un élément mobile, par exemple une voiture, et une infrastructure physique, une route, il va se passer des choses. Il va y avoir du débat et du dialogue. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la confrontation dynamique, positive, entre des objets physiques statiques et des personnes mobiles et ou statiques. On est donc dans un monde de complexité où, à tout moment, chacun d'entre nous doit pouvoir prendre le meilleur outil possible pour résoudre le problème qu'il a à résoudre. C'est la résolution contextuelle du problème. C'est intéressant ce que vous venez de dire, en fait, en parlant de communication entre les hommes et les objets, et communication entre les objets eux-mêmes. Pour le coup, la question est aussi quand on pense à l'entreprise numérique de 2020, pour l'instant, vous y avez toujours mis l'un et l'autre l'homme. En fait, l'homme était toujours là, Oui. en fait. Mais enfin, au final, Ouais. est-ce que si Bah, je suis c'est capable la- de faire... C'est la question, là. À voix haute, Jean-Pierre. Oui, bah, j'aimerais savoir sur quoi est basée votre expertise à vous deux. Elle est technique, me semble-t-il. Où est l'anthropologie, la philosophie? Que pensez-vous de la prise en compte de ces champs d'études dans le sujet? Or, on parle de la technique parce que, évidemment, quand on parle de numérique, il y a une forme technique qui s'est imposée, qui est donc cette capacité à numériser l'ensemble de l'information. Mais on parle beaucoup, je crois, d'anthropologie, on parle d'homme, vous le soulignez, on parle de la relation entre l'homme et son environnement, et donc nous, on est extrêmement intéressés par la capacité de l'homme à exploiter ce potentiel technologique, système socio-technique, pour faire des choses nouvelles. Et pourquoi Donc on est dans l'anthropologie. Pourquoi vous imitez toujours l'homme, Jean-Pierre? Enfin, pourquoi on peut très bien l'entreprise idéale, c'est comme une entreprise qui fonctionne sans homme, en fait. Non, c'est Bah tranquille. non, c'est pas... Pas du c'est- tout. Non. Enfin, en tout cas, Pas c'est comme du ça que tout. j'idéalise l'entreprise de 2020. L'entreprise, c'est Et entreprendre. donc on est tous en vacances et voilà. Je ne sais pas. Enfin, Non, je laisse, bah, non, l'entreprise, elle fonctionne avec des hommes. Elle a toujours fonctionné avec des hommes. Elle fonctionne avec des machines, avec des hommes. Bien sûr, Euh, c'est faut combinatoire. marcher puis- votre puis- et puis en plus, imagination, ça- monsieur, en fait. Hein. Tout dépend du secteur dans lequel tout dépend du secteur d'activité que vous considérez, mais il y a beaucoup d'activités de service, de plus en plus d'activités de service. Et ça, l'activité de service, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin d'hommes. Vous regardez Non, l'automatisation par contre- qu'il peut y avoir chez des opérateurs Oui, comme mais Amazon, on a- par exemple, où au oui. final, Moi, non, oui, mais- les hommes sont toujours là, mais enfin, jusqu'à quand, en fait, pour le coup On a pu automatiser pas mal de processus par le passé, on peut toujours continuer d'en automatiser, mais on aura toujours besoin à un moment d'un peu d'intelligence dans le système. Donc non, l'homme sera toujours présent dans l'entreprise. Oui. Par contre, derrière cette question-là, il y a une question intéressante autour du rapport au travail. C'est-à-dire que le rapport au travail dans l'entreprise de 2020, il évolue déjà, il évoluera encore d'ici 2020. Et on parlait de mobilité tout à l'heure, c'est pas seulement la mobilité derrière un smartphone, c'est aussi le travail de plus en plus flexible, un travail qui va peut-être être plus dilué dans ses horaires et peut-être moins encadré comme on l'est aujourd'hui dans des journées, peut-être un travail peut-être plus, comment dire, neuronal, beaucoup plus collaboratif, peut-être des salariés qui ne seront pas sous un seul contrat, peut-être sous Ils ne sont plusieurs pas contrats, salariés, d'ailleurs. qui seront peut-être plus salariés, qui seront peut-être auto-entrepreneurs, on va dire, mais qui vont vendre leur intelligence et leurs services auprès de plusieurs entreprises, où la compétence va peut-être prendre une valeur différente, mais qui va être exploitée avec des outils qui seront... C'est pas bon de ne pas être un homme intelligent en 2020, là, si on comprend bien. Oui, mais on est toujours intelligent par rapport à un champ d'expertise et de savoir. Il n'y a pas... L'intelligence, c'est pas quelque chose qui se débite en morceaux. Ce qui est très intéressant dans cette question, c'est que finalement, on nous demande est-ce qu'il faut parler d'anthropologie et de philosophie? Ben, la réponse est bien évidemment oui. On est dans le sens. On vous a parlé du sens, en parlant du coach manager. On vous a parlé des relations nouvelles qui se créent entre les différentes générations. Donc on est clairement dans l'anthropologie. Mais pourquoi? Là encore, revenons aux fondamentaux. On est dans un nouveau système socio-technique. La technique n'existe pas sans l'homme. L'homme n'existe pas sans la technique. Et donc c'est cette interaction dynamique qui a fait l'anthropologie. Et depuis l'origine des temps. Alors ça, c'est une question... ouais.
Est-ce que sous le terme imaginer, vous entendez avoir une vision futuriste de l'ordre de la science-fiction ou une approche plus proche des tendances actuelles? C'est exactement la question que vous posiez, quelque part. Imaginez l'entreprise 2020. Moi, Jusqu'où on va en fait? C'est-à-dire est-ce que vous valorisez des trajectoires, ou en tout cas, Alors, moi- ou est-ce que le chemin est relativement fait et dans imaginer, moi je pense que c'est... Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est les tendances qu'on constate. Se projeter sur ce qui existera dans 3-4 ans, on voit des fois la vitesse à laquelle le monde peut changer. C'est peut-être partir des tendances actuelles et se projeter en imaginant un champ du possible différent, quoi. Et c'est ce que rendent possible aujourd'hui les technologies, le numérique. Moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur cette approche-là. On est sur les tendances actuelles, on se projette et on imagine comment l'entreprise peut donc évoluer. on est quand même Avec tout ce qu'on a profondément- partagé aujourd'hui. Parce Ouais, que lors de la science-fiction, savoir exactement, on a une chance sur 1000 d'avoir bon, quoi. Donc, Science-fiction, le- non, mais est-ce que le- vous pourriez le- nous reprocher d'être parti en 2030 alors que vous attendiez 2020 en fait, hein? Bon, mais 2020, c'est un horizon déjà très loin pour permettre de la Ouais. créativité. il ne faut pas sous-estimer Et- non plus la difficulté que c'est pour les entreprises de se transformer, de s'adapter, hein. Ouais. Donc ça prend aussi du temps, ça, hein. Alors regardez, essayons de regarder la différence entre 2007 et 2013 et entre 2001 et 2007. Il y a quand même une accélération du changement. Mais en même temps, rien ne peut éliminer un 11 septembre 2017. Hein, et il peut se passer des choses que personne n'imagine ou n'introduit dans les plans. Donc moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on imagine des ruptures et des vrais changements. D'ailleurs, j'invite les étudiants à lire le bouquin qu'on vient de produire, sortir, qui s'appelle Le choc numérique, qui est effectivement une réflexion. Et comme c'est un travail collaboratif, on a toujours essayé d'osciller entre la prolongation des tendances et la recherche de rupture. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler sur des scénarios et pas avoir une vision monolithique et pensée unique du futur. Personnellement, je ne vois pas de rupture, mais juste une intensification de ce qui existe. Oui, c'est un point de vue, et tous les points de vue sont acceptables. Moi, mon sentiment personnel, un peu mesuré, hein, quand même, c'est pas simplement un sentiment, c'est une analyse. Je plaide plutôt pour la rupture. La rupture, elle est dans le champ scientifique et technique. Elle n'est pas toujours perceptible encore. Bah non, enfin, Mais- la rupture, c'est l'histoire qui la révélera. Je sans peux doute. voilà, c'est a posteriori qu'on verra. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre une voiture de 2014 et une voiture de 2007. Bah, c'est toujours un moteur à explosion. non, c'est plus du tout le même objet. C'est plus du tout le même objet. D'abord, c'est plus souvent. C'est ce qu'on lui reproche C'est quand on plus est un moteur à vieil objet. explosion. Maintenant, elles sont toutes plus ou moins hybrides avec des degrés variables d'hybridation. Ce qui est intéressant, c'est que en 2007, personne ne pouvait imaginer Autolib. Personne. Or, Autolib, c'est une rupture. Ça, c'est une vraie rupture. Puisqu'on a des véhicules électriques en trace directe, qui coûtent très peu d'argent. Si vous parlez d'imagination, Voilà. ça a été imaginé en Voilà. fait. Ça a été imaginé dans les années 70. Enfin, Oui, On l'imaginait. Oui, il y a toujours, mais je suis sûr qu'il y a dans la littérature et dans les exaoctets de données des gens qui vont tomber juste sur 2020. Mais c'est probable. Mais c'est intéressant parce qu'on parle d'imagination. probabiliste. C'est pour voir jusqu'où, justement, si c'est l'imagination qui vous intéresse ou si c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des pistes de créativité, d'intelligence et quelque part d'espoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tous le sentiment d'être dans un monde un peu mal fichu, tordu, qui ne va pas très bien. Comment le numérique et la créativité que le numérique autorise va nous permettre de mieux résoudre un certain nombre de problèmes que les situations antérieures. Mais c'est marrant ce que vous venez de dire parce que vous dites en gros, pourtant on a tous les moyens de rendre le monde meilleur, parce que Oui, c'est oui. grâce à ce que vous croyez. Vous dites finalement, je trouve que c'est un moment pas terrible, etc. Oui. Mais parce qu'on n'a pas parlé de romantisme pour l'instant. On n'a pas parlé de tout ce dont on parle en fait, c'est de donner, c'est de maîtrise, c'est de travailler sur des problèmes. Enfin, c'est pas ça qui donne envie en fait. L'envie, elle passe peut-être par autre chose. Est-ce que finalement, je sais pas, je vous soumets la question, mais on n'a pas encore parlé de la vision du monde est pas très romantique pour l'instant. Non? Bah, ouais, c'est- Romantique au sens que on parle de technique, quoi. C'est très bien, mais est-ce que c'est ça qui fait que Bah, parce que, qu'un parce individu que- va parce se que sentir. le thème à la base est quand même Oui. l'entreprise Vous- numérique vous en parlez- 2020. vous Donc parlez- non, mais vous on parlez est quand de- même sur le numérique, on est technique, hein. J'y Donc, reviens, mais ouais, parce que vous ouais. parliez tout à l'heure de pyramide de Maslow, etc. Oui, de- oui, la pyramide de Maslow, elle permet de monter dans les tours, hein, Certes, si on veut. eh ben, on a tous les moyens d'être heureux, puis, Oui. enfin, ou d'avoir, et finalement, il y a peut-être un. Il y a quand même plusieurs
milliards d'êtres humains qui aujourd'hui accèdent à des conditions de vie, d'hygiène, de santé, qui pour eux étaient inacceptables, inaccessibles il y a 50 ans. Donc on a quand même fait des progrès. Mais le romantisme, c'est quoi? On peut vous retourner la question. Le romantisme, c'est aussi le désir, c'est le plaisir. Et bon, ben, on peut aussi, parlons de mythique, parlons de tout ça. C'est vrai que le numérique, c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, d'avoir des copains, de savoir avec Foursquare où sont ses copains pour aller prendre une bière. Vous savez, le numérique ne supprime pas le monde ancien. Le numérique rajoute une dimension. Mais cette dimension peut rendre la vie, et rend la vie, drôlement agréable dans plein de sujets. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On ne va pas éliminer le désir, la relation, le couple, parce qu'on a le numérique, même si on a le smartphone qui vibre la nuit, comme nous dit la question. Il y a une vraie vie qui est une couche historique, robuste, solide, que le numérique ne change pas. Je veux dire, prendre une bière avec ses copains, on va le faire avec Foursquare ou avec Facebook, mais on va quand même se prendre une bière et on va être content. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans l'additivité des fonctions et non pas la soustraction. Le numérique n'enlève rien. Le numérique rajoute. Il n'y a pas un terme obsolète finalement dans le sujet que vous posez. Enfin, finalement, l'entreprise numérique, enfin, l'entreprise, ça existe toujours. Enfin, c'est pas un terme un peu obsolète finalement en 2020. C'est pas le sujet qu'on doit se poser. Le terme entreprise. Entreprise, ouais. Sauf au sens large, l'entreprise, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. Oui, Voilà, Mais- c'est aujourd'hui le meilleur terme qu'on a pour qualifier de ce Ouais. dont on veut parler. Donc peut-être que dans 2020, il aura un autre terme, non, c'est aujourd'hui le monde dans l'entreprise tel qu'on le connaît aujourd'hui, comment il va évoluer et à quoi il ressemblera en 2020 avec la transformation numérique. Pourquoi obsolète? Bah, je sais pas, parce que j'ai l'impression que vous parlez comme de beaucoup d'acteurs, un peu éclatés, au final, et oui, chacun un bah, peu bien sûr, entrepreneur oui. de soi, Ouais. et au final, est-ce qu'on a même, affaire vraiment à une entreprise même aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de frontières qui s'effacent, l'entreprise, elle est de moins en moins concentrée sur un site, elle est de plus en plus éclatée, parfois dans différents pays. L'entreprise, dans son mode de fonctionnement, sur des projets donnés, va s'étendre à des partenaires et va devoir se connecter avec des partenaires de plus en plus rapidement, de plus en plus efficacement pour mieux échanger. Donc, en effet, l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui est en train de se transformer. Maintenant, derrière, ça restera toujours une entreprise. Et pour répondre à cette question, alors qui se pose Le- comme la le- question du rapport entre la vie privée Le numérique a aussi fait entrer l'entreprise à la maison. Comment garder une vie avec un smartphone qui vibre la nuit? On disait faut tout à l'heure, couper. oui, voilà. On reste toujours maître de l'outil. On est toujours maître de l'éteindre ou de l'allumer. Bien sûr. La problématique, c'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en a. Par contre, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une porosité maintenant entre les sphères professionnelles et personnelles, dans les deux sens. Par contre, ce qui se passe là, c'est que le smartphone accélère justement cette pénétration de l'entreprise dans la maison. Il ne faut pas oublier Et que réciproquement. il y a de ça plusieurs années, on a déjà inventé le BlackBerry, on mettait des cartes 3G dans des PC, et on pouvait faire ses mails à la maison. Ce qui change maintenant, c'est que c'est la maison qui rentre dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est à l'utilisateur finalement de mettre en place ses propres barrières au quotidien et de décider de couper. On est toujours maître de couper son smartphone. Bon, je parlais de romantisme, mais on passe sur l'esthétique. Et l'esthétique dans tout ça, moi je crois qu'on est dans un monde où l'esthétique joue un rôle de plus en plus important. Les objets que l'on manipule sont de plus en plus beaux, c'est d'ailleurs été le grand succès d'Apple. On accède à une véracité des images, on parle de 4K maintenant, comme étant un peu le standard de télévision, 4 fois la télévision de définition actuelle. Ça fait du haut débit d'ailleurs pour les opérateurs de télécom. Donc je pense que l'esthétique est partie intégrante du monde du numérique. Et on va amplifier nos sensations, on va avoir de très jolis objets, des films, de la musique très intéressants. Donc, moi, je crois que l'esthétique a toute sa place. On peut accéder à tous les musées du monde, on peut accéder à toutes les bibliothèques du monde. Donc, au contraire, j'ai l'impression que là aussi, c'est un amplificateur. Jean-Luc, Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Luc, sur la dimension esthétique? Non. Pas du tout. On arrive à la fin de cette rencontre, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je pense qu'il est temps de vous laisser quelques instants de conclusion. En tout cas, Donc on regarde nos courriels. De quoi? C'est ça. Sur quoi vous souhaiteriez conclure ce moment de réflexion? Moi, je pense que c'est difficile de conclure. On est Peut-être une idée que vous n'avez Oui. pas avancée, qui pour vous est importante? on est en point d'orgue, ce qui veut dire que le monde du numérique accélère. Le monde du numérique, moi je tiens vraiment à le redire, moi je l'écris tous les jours. Le monde du numérique, c'est pas le monde du où, c'est le monde du et. Bon.
clairement, la vraie vie matérielle, elle continue à exister. On n'est pas dans le virtuel. Mais par contre, on a inventé des outils qui nous permettent d'avoir une relation à notre environnement plus riche, plus mesurée, plus lucide, et qui évidemment est exigeante. En même temps, il ne faut pas se leurrer, on est des êtres humains, et les êtres humains, ils ont une boîte crânienne de 1300 cm3, ça fait Einstein, mais ça fait Hitler. Et on ne va pas résoudre le problème avec le numérique. On reste toujours dans l'ambiguïté fondamentale et le charme de l'humanité, c'est-à-dire qu'on est capable du meilleur et du pire. Et le numérique ne va pas nous aider, ni dans un sens, ni dans un autre. Non, peut-être juste par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on doit focaliser sur la mobilité? C'est vrai que la mobilité est un axe important de la transformation aujourd'hui des entreprises, mais dans les articles que vous aurez à rédiger, pensez aussi aux nouveaux modes de collaboration, pensez aussi aux nouveaux modes de travail, aux modes de travail qui sont de plus en plus flexibles, hein, qui sont voulus de plus en plus flexibles par les salariés, mais qui sont aussi voulus de plus en plus flexibles par les entreprises. C'est aussi des dimensions qu'il faut explorer dans l'entreprise de 2020. C'est très pragmatique. L'entreprise, il ne faut pas tout fermer autour du numérique. Le numérique est un outil qui va permettre de travailler différemment. Donc le rapport au travail, les modes de fonctionnement sont aussi à explorer dans le cas des articles que vous aurez à rédiger. Ok, merci à tous les deux et on souhaite bon courage à tout le monde pour la réflexion. Et Imaginez. Imaginez, mais pas trop. Et la poursuite de la réflexion et la rédaction des articles. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.